Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous du Forum de la rédaction. C'est l'instant du décryptage de l'actualité politique nationale et internationale. 3 sujets aujourd'hui. Comme d'habitude d'ailleurs, bien sûr, les résultats des examens de fin d'année ont commencé avec le CEPE. La délibération est intervenue mercredi. Dans la soirée, on parle encore d'un taux d'admissibilité, en tout cas assez satisfaisant. On parle de 82,67% au plan national. Une légère baisse par rapport au taux de l'année dernière. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ces taux obtenus au CEP depuis il y a plusieurs années, en tout cas depuis qu'on a basculé dans le système de nouveau programme, l'approche à compétences? On a des taux assez satisfaisants, des taux assez réluisants. Mais est-ce que cela reflète réellement le niveau des apprenants qui, bien sûr, quittent le primaire pour le secondaire? Le sujet est en débat avec mes deux confrères qui sont sur ce plateau, sans être forcément des spécialistes en éducation. En tout cas, ils ont leur point de vue sur la question au regard des éléments à leur disposition. Nous allons en parler dans un instant. On parlera également des partis politiques, notamment des démissions tous azimuts au sein donc, de ces partis polémiques, politiques. Le parti du bloc, le bloc républicain, en l'occurrence, qui depuis quelques jours connaît beaucoup de démissions. En son sein, quel est l'avenir du système partisan dans ces conditions? Le troisième sujet également, sur le même champ politique, le comportement de certains conseillers communaux. Vous savez, bien sûr, qu'à Tofo, dans la Sémekpoudji et puis dans d'autres communes aussi, certains conseillers ont boycotté simplement les conseils communaux. Est-ce le retour des vieux démons, les vieilles pratiques, bien sûr, qui font retarder la décentralisation au Bénin? Nous allons en parler dans un instant, bien sûr, pour te présenter également les invités de cette émission. Laurent Roland Toniques, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les amis téléspectateurs de DEN TV qui nous suivent. Analyste politique, voilà, Laurent qui est avec nous, c'est mon confrère du groupe DEN TV Diaspora FM. Et puis en face de vous, Hippolyte Dosouanou, DP du quotidien La Nouvelle Élite. Nouvelle Élite. Voilà. Bonjour DP. Bonjour connaisseurs, bonjour à nos amis téléspectateurs, téléspectatrices de DEN TV. Alors, on va commencer avec donc, le CEPE 2021, le taux d'admissibilité de 82,67%. Laurent Roland Toniques, je commence avec vous. Voilà notre taux, en tout cas. Est-ce que ce taux est-il trompeur du niveau réel des enfants? Est-ce que cela reflète le niveau? Parce qu'on est habitué déjà à cela. Hein. On a eu des taux presque 100% depuis qu'on a basculé de l'ancien programme au nouveau programme. Voilà. Laurent Roland Toniques, votre analyse. Le débat est lancé. Merci, connaisseurs. Il faut dire que je ne répondrai pas oui et non, que c'est un taux trompeur. Oui, peut-être parce que quand vous regardez le niveau de nos enfants dans les écoles aujourd'hui, ce n'est pas pour autant rassurant pour qu'on ait des résultats aussi larges, à 91%, 100%. C'est vrai que dans les écoles privées, on peut, dans une certaine mesure, accepter parce que la rigueur avec la présence au poste des enseignants, autant d'éléments, concourt à ce qu'on puisse avoir des résultats de 100%, de 90% satisfaisants. Mais quand on rentre dans nos écoles publiques, dans une certaine mesure, on a peut-être quelques craintes. C'est vrai que depuis l'avènement de ce gouvernement, et c'est là, je dirais peut-être que ce n'est pas, non, que ce n'est pas un trompeur, parce que depuis l'avènement de ce régime, notamment le régime de Patrice Talon, il y a une certaine rigueur au niveau de nos écoles publiques, au point où on peut être sûr que les résultats qui sont issus des différents examens reflètent réellement le niveau des enfants. Pas pour autant qu'on peut être satisfait à 100%. C'est vrai, quand on parle de 100%, aujourd'hui on parle de 90%, 80%, essayez de regarder un peu l'atmosphère du système éducatif aujourd'hui. Il y a des enfants qui sont... il y a des notes qui sont données compte tenu d'un certain nombre de comportements de l'apprenant et qui facilitent la situation à l'apprenant et qui pour autant ne le pose pas, ne le contraint pas à un échec. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'en notre temps, je ne suis pas pour autant vieux que ça, mais la dictée était éliminatoire dans une certaine mesure, même qu'aujourd'hui, même si l'enfant a 0 en dictée, l'enfant peut passer. Donc peut-être à ce niveau c'est un problème parce que il y a que les enfants ont perdu l'habitude de se consacrer à la lecture, à la recherche. Et donc quand on sait que la dictée n'est plus éliminatoire,
ça joue quelque part sur le niveau d'expression des enfants plus tard. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, on peut voir des enfants qui ont le bac, mais qui ont du mal à faire 3 phrases successivement. Même une phrase. Même une phrase différente. Sujet, verbe, complément, c'est assez de problèmes. On a connu, on a vu même des étudiants qui parlaient de... On a même des professionnels qui ont du mal. Je ne vais pas citer ici des exemples. Il y a même des professionnels qui ont du mal à s'exprimer, qui travaillent, qui sont des cadres, mais qui malheureusement ne peuvent pas s'exprimer correctement en français. On nous dira que ce n'est pas notre langue, que c'est une langue importée d'ailleurs, mais pour autant, c'est une langue de travail. Et vous l'avez étudiée pendant pratiquement 20 ans, du primaire à l'université. Et donc, on ne peut pas vous dédouaner du fait que vous vous exprimez très mal. Donc, sur ce côté, on peut dire que ce taux d'admissibilité cache un certain nombre de choses qu'il faut corriger au fur et à mesure. Soit on ne ramène plus la dictée, ou alors on met la dictée et une fois que l'enfant a un certain nombre de fautes, ça devient éliminatoire. Pour susciter la lecture chez les enfants, susciter l'envie d'apprendre et de mieux s'exprimer chez les enfants, c'est de ça qu'il est question. Sinon, qu'en réalité, le résultat qu'on a aujourd'hui, il faut l'avouer, c'est satisfaisant et ça rassure parce que quand vous voyez un peu ce qui se fait dans les écoles publiques aujourd'hui, avec la rigueur, la peur du gendarme qui s'observe au niveau de l'enseignement public aujourd'hui, on peut être sûr que les résultats qui sont issus de cet examen sont... reflète l'image de ce qui se passe réellement dans les écoles. Alors, Hippolyte, est-ce que c'est votre avis également parce que quand on proclame les résultats du CEPE, tout le monde est content, enseignants, parents, et puis autorités aussi. On se dit oui, on a 80%, 97% parfois, et puis voilà, tout le monde est content. Mais quand vous prenez un enfant, mis à part les quelques cas de déception venant donc de certains collèges privés que nous connaissons, ou certains établissements privés et autres, parfois des enfants sont incapables d'écrire même correctement leur nom, mais pas en cas de 6e. Oui, au fait, le taux d'admissibilité de 84,70% qu'on a eu cette année au certificat d'études primaires CEPE, 82 plutôt, 82,67%. Oui, 82,67% contre 84,70% l'année dernière. Nous voyons que c'est un taux qui cache beaucoup de choses, comme l'a mentionné tout à l'heure Laurent Roland Toniques, parce que quand on prend les apprenants individuellement et par rapport aux épreuves qu'on leur soumet, nous constatons qu'il y a un gap là, à ce niveau. Il y a un gap parce que on voit que les épreuves aujourd'hui qu'on donne aux apprenants qui vont à ces genres d'examens ne sont pas à leur niveau. Mais au finish, on constate que ces mêmes apprenants-là arrivent à se défendre et ils ont de très bonnes moyennes. Donc, quand on nous dit aujourd'hui qu'on a un taux de plus de 80% d'admissibilité et que nous voyons que le niveau des apprenants est à la limite vraiment très douteuse, ça pose beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations se pointent à nous. Et je pense que, bon, on peut l'admettre. Parce que c'est un examen, ce n'est pas un concours. Tout le monde pouvait être déclaré admis. Mais on doit revoir le système. On peut beau applaudir aujourd'hui les taux d'admissibilité, mais il faut que les apprenants qui sont détenteurs de ces diplômes soient réellement à la hauteur du niveau pour lequel les diplômes leur ont été décernés. Donc c'est pourquoi nous sommes d'accord qu'avec l'arrivée du président Patrice Talon, il y a eu des réformes qui ont été opérées dans le secteur de l'éducation. Et dans le secteur de l'enseignement primaire, exceptionnellement, nous constatons qu'aujourd'hui que la pagaille qu'on observait au niveau des écoles où les enseignants abandonnaient les apprenants pour d'autres choses, cette pagaille n'existe plus. Les enseignants ont peur aujourd'hui. Ils s'attellent à leur activité. Et puis moins de moments de débrayage aussi, moins de grève aussi. Il n'y a plus les grèves. Les grèves sont vraiment interdites par les lois. Et c'est une bonne chose. Mais s'il y a cette discipline qui s'observe au niveau... ne sont pas interdites, mais recadrées. Bon, recadrées, si vous voulez. Ou encadrées, c'est comme ça. Si aujourd'hui, avec la rigueur qu'on observe, il faut que les programmes que ces enseignants exécutent pour former les apprenants, si on peut revoir ce programme-là, je pense que ça serait très très bon. Sinon, il ne suffit pas qu'à chaque année,
qu'on dit mention spéciale aux ministres ou bien aux acteurs de l'éducation, que les gens ont travaillé, il y a plus de 90%, mais 80% de taux d'admissibilité, et que le produit fini n'est pas de bonne qualité, c'est-à-dire pas des apprenants là, le produit fini n'est pas de bonne qualité, ça serait peine perdue. Donc, alors, mais est-ce que, est-ce que c'est pas le moment de s'interroger vraiment sur la politique menée dans le système? Aujourd'hui, le niveau des apprenants, on dénonce, on a des taux d'accord qui parfois ne reflètent pas le niveau, ou parfois ça reflète le niveau. En tout cas, de toute façon, le niveau des apprenants aujourd'hui, ça laisse à désirer sur l'ensemble. Oui, ce que nous avons. D'abord, qu'est-ce qu'il faut interroger dans ce cas? Je voudrais d'abord revenir sur un aspect qu'a soulevé Hippolyte pour dire qu'il disait tout à l'heure que l'épreuve qu'on soumet aux enfants n'est pas à leur niveau, mais que ces enfants se débattent. Je voudrais m'inscrire en faux et dire attention, les épreuves qui sont soumises aux enfants, c'est bien leur niveau. Juste que parce que dans certaines situations, certains enfants n'ont pas le background nécessaire pour peut-être affronter ces épreuves, mais qui s'en sortent aussi facilement de façon miraculeuse. Sinon, en réalité, aucune épreuve soumise à un candidat n'a été plus, en tout cas, au-delà de ses compétences. Parce qu'il a été éduqué sur ces aspects-là. Mais ceci étant, aujourd'hui, si on parle de résultats, moi j'insiste là-dessus, en dehors de quelques couacs, on peut s'assurer qu'aujourd'hui, pour le mieux, ça va. Et je m'explique, je l'ai dit tout à l'heure, dans les écoles privées, si vous avez la chance de mettre vos enfants dans une école privée, c'est une obligation de résultat pour l'école. Et donc, vous suivez vos enfants, vous suivez les enfants qui sont dans les écoles privées, vous rassurez qu'il y a quelque chose qui est fait. Même il y a des écoles qui donnent 0% au CEP. Je ne vous apprends rien à aller chercher. Il y a des écoles qui n'ont pas donné 100%. Il y a des écoles qui ont donné 60%. Pour montrer que réellement, pour autant, ce n'est pas un mauvais niveau des enfants. Le résultat qui est là reflète bien l'image de l'école, en tout cas l'enseignement primaire. Pour les écoles publiques, vous avez parlé du recadrage des grèves qui fait que aujourd'hui les enseignants ne peuvent pas délaisser les enfants dans les salles et aller dire qu'ils sont en grève. Dans une certaine mesure, c'est recadré. Et donc, leur présence constante au poste est l'obligation des résultats. N'oubliez pas que des enseignants dans ce pays, pour avoir donné moins de 100% ou moins de 50% au CEP ont été sanctionnés. Ceux qui ont donné 0%. Oui, mais il y en a qui ont donné, oui, mais selon les résultats aussi, on vous évalue aujourd'hui. Et on est capable de vous sanctionner pour mauvais résultats. Donc, quand on regarde tout ça, on met tout ça dans la balance, on peut s'assurer que le résultat qu'on a aujourd'hui, c'est plus ou moins satisfaisant. On a parlé de 82% pour le taux d'admissibilité cette année. Mais ça veut dire qu'il y a pratiquement 18% qui ont échoué. Ça veut dire que réellement, ce n'est pas tous les enfants. Aujourd'hui, je peux être fier des résultats de 2021 par rapport aux résultats de 2013 ou de 2011, où les enseignants étaient tout le temps en grève et les écoles donnaient 100%. Et c'est de ça que je dis pour dire, ça ne cache pas pour autant des erreurs. En 2013, 2012, 2015, 2016, par là, les enseignants étaient tout le temps en grève, mais on avait 80%, 75%, 100% par endroit. D'accord? Sachant bien le niveau. Donc vous estimez qu'entre-temps... Entre-temps, le résultat, on peut estimer qu'en temps, le résultat était arrangé pour couvrir les failles des enseignants. Mais aujourd'hui, ça ne peut pas couvrir les failles des enseignants parce que dans une certaine mesure, l'enseignant sait que si mes enfants vont à l'examen et que le résultat n'est pas satisfaisant, le gouvernement est là pour me sanctionner. Je serai évalué. Donc, dans une certaine mesure, moi, mon problème, c'est l'expression linguistique des enfants. Quand on parle de dictée non éliminatoire, ça ne suscite pas la lecture chez les enfants, ça ne suscite pas la recherche chez les enfants. Et donc, il va falloir trouver la formule de contraindre les enfants à aller se cultiver pour savoir que si jamais j'ai un certain nombre de fautes en dictée à l'examen, je peux échouer. Ça, c'est mon avis. Non, Tony Kess, je ne m'oppose pas à votre avis. Je le partage entièrement. Mais je dis que quand on analyse les résultats là, du certificat d'études primaires chaque année, c'est des résultats qui sont quand même reluisants. C'est bien. Mais est-ce que le produit fini, les apprenants qui sont détenteurs, mais qui sont souvent admis à ces examens-là, arrivent effectivement à avoir le niveau pour lequel on les a donné le CEP comparativement à ce qui se faisait avant? Aujourd'hui, vous avez martelé tout à l'heure qu'en tant qu'on faisait les dictées, qu'aujourd'hui la dictée n'existe plus, mais ils l'ont ramené, mais ce n'est plus dictée éliminatoire, ce n'est plus critère éliminatoire. Nous sommes d'accord. En temps, on faisait les 4 opérations qui formaient les gens à la mathématique.
au niveau du calcul, au primaire, on parle de calcul mental. On faisait le tableau et les anciens nous chicotaient, nous tapaient correctement. Donc aujourd'hui, tout ça là n'existe plus. Le bâton a disparu du système éducatif. Or, on sait qu'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui sont des enfants vraiment têtus. Nous sommes d'accord que tout ce qui a été fait, qui se fait sous Patrice Talon là, en termes dans le secteur éducatif, est vraiment à saluer. La politisation à outrance qu'on observait sous deux régimes, cela ne l'est plus sous le régime de Patrice Talon. Nous sommes parfaitement d'accord pour ça. Mais le système, c'est-à-dire le programme dont le régime de Patrice Talon aussi a érigé là, c'est un programme à revoir, à refondre. C'est ça, moi, ma préoccupation. Sinon, les gens ont même suggéré du moins qu'il faut supprimer le CEP parce que ça ne sert plus à rien. Si réellement... Ça, c'est un autre débat. Oui, si réellement, ceux qui sont détenteurs du CEP sont capables d'affronter, les difficultés de la vie, de s'extérioriser au regard du diplôme qu'ils ont, les gens n'auraient pas dû, demander à ce qu'on suspende le certificat d'études primaires dans le cursus scolaire et académique. Non, laissez-moi aller au bout de mes intentions. Donc c'est pour vous dire que nous sommes d'accord que les taux d'admissibilité que nous observons là, c'est des taux qui pourraient, je dis bien qui pourraient, refléter l'image des apprenants. Parce que toi-même tu l'as dit tout à l'heure, que quand on prend les apprenants au niveau de l'expression française, ils n'arrivent pas à se défendre. On va faire l'analyse en nous dédouanant un peu de la ville de Cotonou, du littoral et de l'Atlantique, des deux grands départements où il y a beaucoup de cadres, il y a beaucoup d'écoles privées. Les enfants sont plus suivis et les parents ont plus ou moins les moyens de les accompagner comparativement à ce qui se passe. Comment comprendre qu'à chaque année, c'est peut-être les départements du Nord qui gardent la lanterne rouge? Ça voudra dire qu'il y a un travail profond qui doit être encore fait. Pas toujours. Non, parce que l'éducation n'est pas ciblée. Quand on vient examiner, c'est la même épreuve qu'on soumet à tous les apprenants, mais à tous les candidats sur tout le territoire national. C'est pour vous dire que s'il faut focaliser nos attentions sur ce qui se fait à Cotonou, à Calavi, à Ouida, à Porto Novo et consorts, même peut-être à Parakou, pour croire que ce qui se fait c'est bon, mais nous sommes d'accord qu'il y a cette rigueur-là qui fait que les enseignants sont assidus. Mais le problème qui se pose là, du CI jusqu'au CM2, les enfants trimbalaient quand même des séquelles, trimbalaient des couacs qu'il faut revoir. Parce que quand Patrice Talon est venu, il n'est pas venu avec un nouveau programme d'études. Non, c'est l'ancien qui est là, mais ils ont fait des réformes pour que l'encadrement soit plus ou moins amélioré. Mais l'encadrement est amélioré. Est-ce que le programme qu'on exécute là est en adéquation avec la réalité du pays pour que les apprenants qui soient détenteurs, mais qui soient admis à ces examens-là soient réellement à la hauteur. En résumé, il faut refondre le système. Moi, je partage pas cet avis parce que j'estime que le même programme que les syndicalistes ont décrié par le passé, et le même programme existe toujours. Ça fait déjà des années qu'on expérimente ce programme. Il faut revoir peut-être le mode de fonctionnement du système éducatif. Pourquoi est-ce que dans les collèges privés, on peut aller jusqu'à 100%? Parce que ceux qui sont majoritaires à surveiller et à corriger les copies pour le CP sont les enseignants du public. Comment se fait-il que c'est les enseignants, les écoles privées qui donnent un taux relativement de 100% ou 95%, et qu'eux-mêmes qui sont au niveau du public, qui sont pratiquement les initiateurs, qui sont les conditions sont plus meilleures dans les privés. Mais justement, et maintenant, je voulais aussi revenir sur un fait. Ce n'est pas parce que le département de l'Atakora est dernier en termes de statistiques de pourcentage de résultats que le dernier du CEP peut se retrouver dans l'Atakora. On peut bien avoir le dernier à Cotonou. Donc, pour vous dire, ce n'est pas une question de département, ce n'est pas une question de milieu reculé, mais c'est une question de mode, de système de gestion. Non, mais on est clair quand même, on est sûr.
c'est clair que dans le milieu urbain bien développé, les enfants sont plus suivis que dans les... Oui, je ne dis pas non, je ne dis pas non. Le paysan peut dire... Je ne dis pas non. Allez dans certaines zones-là. Quand les parents sont quand les parents sont lettrés, je ne remets pas... de suivre l'enfant je ne remets pas... que des milieux reculés où il y a moins de lettrés. Je ne remets pas en cause cet avis. Je ne remets pas en cause cet avis. Je dis, c'est vrai que les départements, certains départements reviennent toujours être derniers dans les statistiques en termes de pourcentage chaque année. Mais cela ne veut pas dire que le dernier de l'examen peut se retrouver dans ce département. Pour dire quoi? Le problème de dernier en termes de statistiques n'est pas appliqué est nihilo à un département, mais qu'on peut avoir le dernier d'un département bien dans Cotonou. On n'a pas du tout de taux départemental. C'est-à-dire, oui. Donc on peut avoir un dernier d'un examen à Cotonou malgré les conditions qu'il a dans les conditions dans lesquelles il étudie. Donc c'est pour dire quoi? Il faut revoir le mode de fonctionnement du système éducatif. Il faut amener plus de bonnes conditions aux enseignants du public pour que ceux-là puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est tout ce dont il est question. En termes de programme, c'est pas il faut supprimer ce diplôme. Non. Moi, je ne partage pas cet avis de ceux qui pensent qu'il faut supprimer le certificat d'études primaires. J'ai un enfant qui est parti à l'examen. Je vous avoue qu'au début de l'année, il s'amusait beaucoup. Mais il a fallu que je lui dise un jour, tu vas à un examen et on peut échouer là-bas. Parce qu'en classe, là, tu peux peut-être être rassuré, travailler, tu es entre tes camarades, mais à l'examen, tu te retrouves parmi tes camarades et donc tu peux échouer là-bas et des gens échouent. Je lui ai donné des exemples, mais j'ai vu que cet enfant a pris conscience. Et déjà, même quand il a composé après la composition, il avait peur. Il avait peur. Parce qu'on lui a dit, pour l'examen, pour cet examen, on peut échouer. Donc, il faut cet examen, même si aujourd'hui, ça n'a plus pour autant de sens pour certains. Mais parce qu'à l'époque, les gens avec le CP pouvaient travailler dans l'administration publique. Aujourd'hui, même si vous avez une licence, un master, difficilement vous en trouvez d'ailleurs. Mais au moins, ça prépare les enfants à une condition d'examen. Ça prépare les enfants à des conditions de concours. L'enfant qui a jusqu'à 9 ans, 10 ans, qui n'a pas été soumis à un examen comme ça, et vous voulez qu'on saute le CEP et qu'il se retrouve pratiquement 10 ans après face au BPC, il n'a pas été préparé psychologiquement pour affronter un tel choc. Donc, au CEP, déjà, il sait comment est-ce qu'on peut se préparer pour un examen. Il se prépare en conséquence et donc, quand il vient à composer pour le BPC, il se dit, mais voilà ce que j'avais subi par le passé, je dois me maîtriser. Donc, je ne suis pas du tout de cet avis, de ceux qui pensent qu'il faut supprimer le CEP. Il faut continuer à soumettre les enfants à cette pression-là pour leur faire comprendre qu'un examen reste un examen. Hippolyte, on va changer de registre. Je vais aborder au moins ce dernier paramètre-là avant que vous ne changiez de registre. Et pour ma part, j'aurais aimé qu'on maintienne encore le certificat d'études primaires au niveau des diplômes à obtenir dans le cursus scolaire. Mais le plan fondamental qui se pose là, le CP sanctionne le parcours du primaire. Donc, c'est 6 années de formation. Du CI jusqu'au CM1, on a qu'à, je le redis encore, on n'a qu'à revoir la manière dont on forme les enfants. On n'a qu'à revoir cette manière-là. Et tant qu'on ne va pas réadapter les programmes de formation en fonction des besoins réels du pays, on aura beau des taux d'admissibilité 100% du CEP, mais les produits finis que conçus les apprenants là, ils ne serviront pas l'État convenablement. Très bien. Alors, vous soulevez là un grand problème, Hippolyte. On poursuit maintenant. Et on parle maintenant politique, on laisse l'éducation, on parle politique véritablement maintenant. Laurent Tony Ikes, Hippolyte Dossouanou, voilà, donc les démissions, tous azimuts au niveau des partis politiques, alors qu'on pensait qu'on est entré dans un système partisan plus solide et qui devait donc nous permettre d'avoir de blocs véritablement soudés. Ce n'est peut-être pas le cas, pour le moment en tout cas, la démission. La loi ne l'interdit pas, mais ça continue. C'est comme un autre vent, puisqu'on a connu des vents ici, de destitution. Maintenant, c'est des vents de démission qui secouent des partis, et précisément un des blocs sous autorisation du chef de l'État. Laurent Roland-Tony Ikes, quelle lecture faites-vous de ces cas de démission en désordre que nous constatons ces derniers temps? La réforme du système partisan à l'épreuve du temps, j'ai envie de dire tout simplement.
On nous a chanté que la réforme du système partisan pourrait mettre fin à cette pagaille qu'on a observée par le passé. Renforcer le militantisme. Renforcer le militantisme, mais je constate malheureusement, et avec beaucoup de tristesse, que ça n'a pas changé. Et ça ne changera pas parce que les acteurs qui étaient les acteurs politiques qui étaient acteurs de cette pagaille par le passé sont les mêmes acteurs que nous avons aujourd'hui. Et ça ne cessera pas tant qu'on n'aura pas un changement véritable de mentalité des acteurs politiques. Vous imaginez, on dit Bloc républicain, Union progressiste, qui lui cru que cette partie du soutien du chef de l'État pourrait être exposée à cette pagaille? C'est vrai qu'il a peut-être manqué une certaine rigueur au niveau du Bloc républicain parce qu'au niveau de l'Union progressiste, il y a aussi que certains, étant face au renard de Jacotomé, ont peur de faire la pagaille comme ils ont l'habitude de le faire ailleurs. Et aussi, sachant qu'il y a un certain nombre de ténors au niveau de l'Union progressiste ont peur, mais Abdoulaye Biachani n'étant pas un politique assez averti comme Amoussou Bruno, on peut se permettre de faire la pagaille avec lui, le désordre avec lui. Et c'est ça qu'on voit. Et un ministre qui démissionne, qui est suspendu pour une faute grave, qui démissionne par la suite d'un parti politique, et puis on dit 400 militants qui le soutiennent dans sa région démissionnent en bloc pour démission du parti, et après on entend un conseiller communal démissionner du parti, annoncer sa démission du parti politique, et on entend dire que des anciens maires d'autres personnes, en tout cas selon les informations que moi j'ai personnellement en investiguant, que certains acteurs politiques de ce parti s'apprêtent aussi à démissionner. J'ai comme l'impression qu'il y a toute une machination pour déstabiliser, affaiblir un homme politique qui est Abdoulaye Biachani. Pour quel intérêt et au profit de qui, je ne saurais le dire. Mais toujours est-il que je crois que fondamentalement, si on nous avait dit que avec la réforme du système partisan, ceux qui oseraient, des élus qui oseraient démissionner de leur parti politique, devraient perdre leur poste en ministre. C'est ce qui nous avait été chanté, vous vous souvenez, à l'époque. Si on devait appliquer cette situation, c'est que je crois que tout élu politique du Bloc républicain qui oserait démissionner en soulevant un problème imaginaire doit pouvoir perdre son poste au profit de son suppléant ou quelqu'un d'autre. Et si son suppléant aussi devrait en venir à démissionner, lui aussi perd son poste et ça restera vacant jusqu'à la fin du mandat. Pour dire quoi? Quand vous regardez un peu le phénomène aujourd'hui, les acteurs politiques depuis 1990, en tout cas depuis la conférence qui a instauré le multipartisme intégral, on constate que les acteurs politiques soulèvent toujours le même problème. Ou les mêmes problèmes. Ils vous disent qu'il y a gestion opaque, ils vous disent qu'il y a gestion hasardeuse, ils vous disent qu'il y a manque de leadership. Encore que ceux qui ont soulevé ce problème de 1990 en 2016, qui parlaient de gestion hasardeuse, gestion opaque, manque de leadership, n'étaient pas les meilleurs financiers de leur parti politique. Ils ne payaient pas les cotisations. Et c'est seulement une seule personne qui avait créé son parti avec sa femme, ses enfants à la maison, et puis que vous avez rejoint par le passé. Après, c'est celui-là qui finance majoritairement le parti. Il ne peut que gérer de façon opaque et de gérer de façon hasardeuse ou solitaire. Mais toujours est-il qu'à partir de 2016 et à partir de la réforme du système partisan, il y a une marque qui a été imprimée. On nous a dit que les partis politiques ont un financement et ça se gère entre le bureau pour rendre compte après de la gestion du parti, des fonds à l'État pour savoir, en tout cas, il doit y avoir une transparence, puisque c'est l'argent du contribuable. Mais qu'est-ce qu'on reproche aux leaders Abdoulaye Biachani aujourd'hui? Avez-vous entendu ceux-là qui sont démissionnés monter au créneau une seule fois pour dire Abdoulaye Biachani a posé tel acte, a mal posé tel acte? Vous n'entendrez pas pour le moment. Après, il y aura des inventions de problèmes qu'on reproche à l'intéressé, pour justifier en griffe sa pagaille, sa démission ou bien les désordres qu'on veut toujours continuer à instaurer. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, au-delà de tout, le chef de l'État qui est, dans une certaine mesure, l'un des bénéficiaires des deux partis Union progressive doit pouvoir siffler la fin de la récréation et dire, écoutez, arrêtez cette pagaille, vous me renissez. Parce qu'en réalité, c'est lui. Si on voit ça aujourd'hui, on dit qu'on a attribué à tort ou à raison les deux partis au chef de l'État et que ces deux partis, et au niveau de ces deux partis, au niveau du Bloc républicain, on en vient à voir... Bloc républicain également, Mouel Bénin aussi qui Mouel Bénin, oui, Mouel Bénin. D'aucuns diront que Mouel Bénin n'est pas directement lié, c'est les partis satellites qui sont, en tout cas, on dirait... C'est un parti de la mouvance. De la mouvance, mais c'est les membres élargis
la famille de la majorité présidentielle. Mais les deux qu'on voit en premier, c'est Bloc républicain et Union progressiste. Pourquoi l'Union progressiste se porte si bien, même si c'est vrai que là aussi, il y a que les dirigeants de ce parti qui couvrent des œufs pourris. Et ça peut s'éclater à tout moment. Mais toujours est-il que il y a la peur du renard de Jacotoumé qui fait qu'il ne peut pas faire la pagaille. Oui. Ceux qui ont tenté, qui sont partis, ils savent ce que ça leur a coûté par la suite. Donc, j'attends de voir si le chef de l'État pourra siffler la fin. Alors, on va y revenir tout à l'heure. Hippolyte Doussouanou, quelle est votre analyse parce que pour Laurent, il y a plus de querelles intestines ou de guerre personnelle que de militantisme politique. Voilà. Je vais emprunter l'expression de mon collègue qui disait que les réformes du système partisan sont à l'épreuve du temps. Et effectivement, ces réformes sont à l'épreuve du temps et on s'en convient aujourd'hui que ces réformes sont en train de nous montrer des résultats plus ou moins un peu regrettables. Et si après l'élection, mais la réélection du chef de l'État, qui est le maître d'orchestre de tous les partis politiques, des 5 partis politiques qui le soutiennent, on constate une vague de démissions, ça voudra dire que les acteurs qui étaient membres de ces partis politiques n'y étaient pas par conviction, n'y étaient pas parce qu'ils adhéraient à l'idéologie du parti, mais ils y étaient parce qu'ils cherchaient leur propre intérêt. Ça, c'est comme ça, je vais analyser ça premièrement. Secondo, il y a un problème de leadership qui se pose au niveau des partis politiques. Laurent Roland Toniquès a dû faire une petite comparaison tout à l'heure par rapport à la gestion qu'on observe de l'Union progressive UP par rapport au Bloc républicain BR qui constitue les 2 grands partis politiques qui soutiennent le chef de l'État, à part les partis satellites, à savoir l'UDBN, Mouel Béné et puis qu'on appelle le PRD. Donc, je vais vous dire quoi? Problème de leadership, il y a certaines autorités, mais certains responsables des partis politiques continuent de considérer les partis qui dirigent comme leur propre bien. Et c'est là où le bas blesse. Sinon, selon les réformes, on ne veut plus avoir des chefs de partis forts, mais des partis politiques forts. Est-ce que vous me comprenez? Donc, quand on prend le cas du Bloc républicain et du Mouel Béné qui sont en train de tanguiner, à l'instant où nous parlons, mais quand vous prenez ceux qui démissionnent, ils apostrophent directement le premier responsable du parti. Au niveau du BR, on apostrophe Abdoulaye Biotchani. Au niveau du Mouel Béné, on apostrophe Jacques Ayadji. Prenons le cas de l'Union progressiste. Il a dit tout à l'heure que c'est un parti qui est assis sur des œufs pourris. Je dirais non. Bruno Amoussou et pratiquement tous les autres membres de son bureau politique, c'est des gens qui ont des expériences avérées en termes de gestion des partis politiques. Regardez combien d'années le parti PSD du Bruno Amoussou a fait avant de connaître à l'arrivée de Patrice Talon sa désillusion. Vous comprenez? Ça servi de leçon et d'expérience. Prenons le cas du parti de MADEP, dirigé par Edi Kolaolé, qui lui a laissé après son doyen Fagbon, et bien d'autres. Même le parti, comment on appelle, la RB de Soglo, où les Izindoko étaient membres. Vous comprenez? C'est des gens qui ont des expériences et qui savent quand est-ce qu'il faut suspendre tel acteur, mais tel militant, et quand est-ce qu'il ne faut pas le faire. Quand nous prenons le cas du Mouel Béné, qu'est-ce qui a suscité ces vagues de démission qu'on a constatées? C'est la suspension du secrétaire général Céphus Bio Aguia et de notre membre influent. Et après, le professeur Bagdi et d'autres les ont suivis en quittant le parti. Bagdi n'a pas été suspendu, il a démissionné. Non, il dit, ils ont suivi ceux qui sont démissionnés pour quitter le parti de Mouel Béné. Mais quand Jacques Ayadji, a-t-il été membre influent d'un parti politique avant l'arrivée de Patrice Talon? Ça ne justifie pas. Laissez-moi aller au bout de mes intentions. Non, laissez-moi aller au bout de mes intentions. On le connaissait en tant qu'un truand syndicaliste, mais non en tant qu'un acteur politique. C'est pour vous dire
quand vous démarrez quelque chose là, vous devez connaître des échecs avant d'avoir d'expérience. Donc, je dirais que donc, ce sont les leadership politique. L'expérience est la somme des erreurs commises. C'est ça le problème de Jacques Ayadji aujourd'hui. Si Jacques Ayadji avait un parcours politique atypique, il était trempé. Ce qui s'est passé là, il pouvait gérer ça en l'interne. Il pouvait gérer ça en l'interne sans que l'opinion publique ne sache de rien. Des choses se passent pire comme ça dans l'Union progressiste, mais les vieux, excusez-moi le terme, les vieux expérimentés, Bruno Amoussou et ses amis, arrivent à gérer ça à leur manière. Le problème que traversent tous les partis politiques là, que traverse du moins le Bloc républicain et le Mouel Bénin, c'est les autres partis politiques ont ce même problème là, mais ils gèrent ça à leur manière. On n'en a pas dit, mais quand vous prenez l'UDBN, dirigé aujourd'hui par Dr Deschakou Sylvie, mais vous n'avez pas dit que c'est un parti qui est exemple de problème, non. Là où il y a un regroupement humain, il y a en même temps les problèmes qui naissent là. Mais ils arrivent à gérer à leur manière. Donc c'est pour vous dire, pour faire court, que les réformes du système partisan au Bénin là, qu'on a longuement applaudi, sont en train de montrer leurs limites. Et il va falloir... C'est trop tôt, est-ce que c'est pas trop tôt de le dire? Oui, c'est trop tôt parce que... C'est trop tôt. Qu'un an, 2 ans... Qu'est-ce qui se passe? C'est trop tôt parce que quand les réformes se font pour se satisfaire soi-même, attendant ce cas à la longue là, qu'on puisse observer ce que nous voyons aujourd'hui. Vous voulez dire qu'on a mal fait les réformes? Mais si les réformes étaient bien faites, on n'en arriverait pas là, à ce niveau aujourd'hui. Excusez-moi. On dit, je vais vous donner un exemple palpable. Je ne suis pas contre le chef d'État Patrice Talon. Je suis fan de sa rigueur, de sa méthode de gestion. Mais au plan politique, laissez-moi vous dire quand même quelque chose. On nous a dit ici que les futurs présidents, à partir des réformes-là, les futurs présidents de la République seront l'émanation des classes politiques, des partis politiques, vont provenir des partis politiques. Mais à l'instant où nous parlons, celui qui est réélu, nous sommes tous contents parce qu'il est en train de transformer vertigineusement le pays. Mais pourrait me dire aujourd'hui que le parti Talon est de l'UP, du BR, du Mouel Bénin ou du PRD, mais de quel parti? Mais non. Mais un individu ne peut pas être membre de plusieurs partis à la fois. Vous comprenez? Donc, si la maison Mouel Bénin souffre, c'est le parti Talon qui souffre. Si le bloc reprend de plein, c'est tout parti Talon qu'on doit indexer. Je vais vous dire quoi? Si les réformes ont été faites pour assainir véritablement le système partisan, ces pagailles-là, le système politique, on ne va pas observer ces pagailles-là que nous observons aujourd'hui. Mais regardez, il y a professeur Babidi, excuse-moi, qui a démissionné de Mouel Bénin. Semble-t-il que dans la même semaine, il se retrouve membre de l'UDBN. Vous voyez dire non. Si on avait recadré un peu les tests à ce niveau, les gens peuvent démissionner. Mais ces démissions ne seront pas des démissions que nous observons de façon, comment dire, précipitée et qui fusent de façon désordonnée d'ailleurs. Alors, il y a déjà eu, un peu avant cela, il y a déjà eu dans l'installation, l'élection des maires ici déjà, il y a déjà eu beaucoup de difficultés au point où le code électoral qui avait été révisé il n'y a pas longtemps, on a été obligé de revisiter ce code électoral. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les acteurs politiques sont dans la dynamique du chef de l'État, dans la formation de l'État, de ces émissions, où on fait semblant de soutenir le chef dans ses actions, mais on fait carrément autre chose au sein des partis politiques. C'est pour vous dire quoi? En une minute, c'est pour vous dire que tant que les intérêts personnels des acteurs politiques ne seront pas satisfaits là, ils ne vont jamais faire preuve de discipline au sein des partis politiques. Voilà. Oui, au-delà de la réforme du système partisan et des lois qui ont été votées, à l'opposé de Hippolyte, je peux dire que ce n'est pas une question de leadership au niveau des partis politiques. Et je l'ai dit à l'entame de mon intervention, c'est une question d'éducation et de discipline des acteurs politiques. On peut faire toutes les réformes possibles qui peuvent marcher ailleurs. Tant que les acteurs politiques que nous avons sous nos cieux ne vont pas changer leur mentalité, ça ne changera pas. Je vous donne, il a cité des exemples. Il a cité le cas de Mouel Bénin, il a cité le cas du Bloc républicain. Dites-nous concrètement, parce qu'on est leader, on doit accepter certaines pagailles au sein de son parti, je m'inscris en faux.
Si vous êtes leader et qu'un membre de... Mais c'est pas exactement ça. Attends, non, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, mais l'expérience politique et l'approche dans la résolution. Non, ce n'est pas une question d'expérience ou d'approche. Je m'explique. Vous voulez dire que... Attendez, un acteur politique qui contribue à ce qu'un maire de son parti soit destitué, c'est assez grave pour qu'on le sanctionne. Et ça, je suis pour ça. C'est de la discipline qu'on appelle ça. Et quand un acteur politique, membre d'un parti politique, en vient à critiquer son parti politique sur les réseaux sociaux, d'accord? Parce que dans le parti, on a nommé quelqu'un d'autre, autre que lui, ou bien autre que eux, préfet, et qu'ils en viennent à écrire pour dire que gestion solitaire du parti, c'est assez grave pour qu'on sanctionne. Parce que nul n'est dans le secret du chef de l'État. Vous pouvez envoyer 20 curricula vitae de votre parti politique au chef de l'État pour qu'il me nomme. Il est dans le seul qui a la discrétion de nommer qui il veut. Et donc, on ne peut pas attribuer ça à au président de son parti politique au point de le condamner ou bien de commencer par écrire sur les réseaux sociaux. Quand on a une certaine maturité, on fait les choses avec maturité. Et quand vous ne le faites pas avec maturité, le chef du parti peut vous sanctionner. La maturité n'existe pas sans l'expérience. Écoutez. Non, l'expérience ici, dont il parle, est attribuée aux responsables des partis politiques. Et ce dont vous parlez est attribué aux militants des partis politiques en question. C'est le militant qui devient. Oui, mais pour vous dire quoi? Pour vous dire quoi? Dans une certaine mesure, la réforme du système partisan dont je parle à l'épreuve du temps n'est pas pour autant à décrier. Est-ce que les acteurs accompagnent vraiment le chef d'État? Justement, c'est de ça que je parle. C'est les acteurs. Le problème de la réforme du système partisan aujourd'hui, le problème de la réforme du système partisan aujourd'hui, c'est les acteurs politiques que nous avons qui n'ont pas encore compris qu'il faut changer de mentalité, qu'il faut avoir l'intérêt général, il faut être guidé par une certaine conviction, il faut être guidé par une certaine idéologie, mais qui en réalité poursuivent des intérêts personnels. C'est une déception pour le chef d'État. Oui, c'est une déception. Qui a fait le nécessaire pour que le système Quand change. vous parlez des acteurs, vous intéressez les acteurs politiques, mais les responsables de ces partis aussi, de ces partis politiques sont des acteurs. On est d'accord. Donc c'est une partie des acteurs politiques là qui constitue le problème essentiel de ces partis. Une partie, moi je dis tous les acteurs politiques. Où nous constatons une désunion, mais une vague de démission. Tout à l'heure, vous avez parlé du cas de Mouel Béné. Mais que reproche Séfi Bio Agia? Quand on parle de Mouel Béné, on sait comment, c'est-à-dire on connaît le poids politique de Séfi Bio Agia par rapport à son président. Quel poids politique il a été élu? Excusez-moi, quand on dit poids politique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a eu à travailler avec des acteurs politiques. Il a été même là. Ce n'est pas travailler. Le poids ou l'expérience. Le poids ou l'expérience. Ici, l'expérience politique peut-être. Je vais faire ce mot expérience. Il a plus d'expérience politique que Jacques Ayadji. Non, je m'inscris en faux. Vous me comprenez? Il est resté avec Bounou Moussou, il est même resté pendant des années. Vous pouvez rester. Avant de devenir maître, vous pouvez être un apprenti de d'abord. Vous pouvez jouer avec le meilleur joueur du monde. Excusez-moi. C'est pour il dit quoi? Ce qui s'est passé, ils disent que eux autres ils reconnaissent. On ne va pas rentrer spécifiquement dans des il faut qu'on puisse éclairer un peu l'opinion publique. Ils disent que ils reconnaissent que le préfet qui a été nommé au niveau du département de Mono là est un militant, est un membre du parti, mais que ce militantisme n'est pas si actif par rapport aux autres. Et donc, vous voyez, c'est affaire de frustration. Si le choix du préfet a été fait... Une fois que c'est un membre du parti qui a été nommé, il n'y a pas de débat. Les autres cadres du parti, tout à fait. Et les autres cadres du parti ont l'obligation de pouvoir l'aider dans sa mission. Toute nomination relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Selon les réformes, j'ai dit ça tout à l'heure, on n'a plus des responsables de partis politiques puissants. Non. S'il arrivait à faire asseoir son bureau politique ou son bureau et que c'est en connivence à l'unanimité que le choix du préfet a été fait, le peuple n'allait pas subvenir. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne dis pas qu'on ne doit pas nommer un militant qui n'est pas si actif. Non. Mais il faut que les choix soient faits de façon unanime. C'est ça que visent les réformes. On a plus un seul individu qui met la main dans la poche là, pour créer un parti politique. Voilà ce qu'on devait dénoncer au sein des partis politiques. Quel que soit le mode de désignation, je crois que le parti a un cadre promu.
Et quels que soient les problèmes que nous avons, le degré du militantisme, une fois que c'est le parti qui a déjà un cadre promis, pourquoi on ne se met pas ensemble pour ce cadre? C'est justement ça. Ça veut dire qu'on milite pour l'intérêt. On milite pour l'intérêt. C'est tout. Relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. D'accord? OK? Donc, même si vous militez dans le même parti que moi, et que Corneille Haïssé en était le président, et qu'il envoie nos 2 CV vers le chef de l'État, cela relève de son pouvoir discrétionnaire de vous choisir ou bien de me choisir. Et donc, s'il arrivait que ce soit vous qui êtes nommé, je n'ai pas de combat à faire avec Corneille Haïssé, parce que le chef de l'État, ayant observé chacun des acteurs, sait qui pouvait l'aider dans l'atteinte de ses objectifs et nomme qui il veut. Vous dites, vous parlez du Moël Bénin. Pourquoi est-ce que ce dont on parle au niveau du Moël Bénin n'a pas été décrié, n'a pas été le même problème au niveau des autres partis politiques? Au niveau du PRD, il y a bien des militants bien aguerris que Raphaël Akotayon. Mais pourquoi est-ce qu'on a nommé Raphaël Akotayon, des gens n'ont pas boudé? Même s'ils vous ont boudé, ils ont boudé silencieusement. Ils peuvent parler, écrire sur les réseaux sociaux. La discipline. Non, c'est une question de discipline. Maintenant, on poursuit. On a quelques minutes encore rapidement pour aborder le dernier sujet. Le coût de les militants. Et que les décisions qu'ils doivent prendre là soient prises de façon unanime et collégiale. Alors oui, on a encore quelques 5 minutes encore. Alors, on a constaté ces derniers jours également, voilà, donc les conseils communaux boudés, boycottés par donc, certains conseillers dans plusieurs localités, à Tofoa, Semenkoudi et autres. Et on se pose la question de savoir, est-ce que ce ne sont pas les vieilles pratiques qui reviennent encore, Laurent Tony? Ça ne surprend pas quand on sait que c'est une loi interprétative qui a nommé certains maires. Je dirais, ils vous diront qu'ils ont été élus, mais on sait que c'est une loi interprétative. On a dû recourir à l'Assemblée en toute vitesse pour ajouter une autre loi pour pouvoir permettre à ce que des maires soient imposés en greffe nommés. Et on ne peut pas être surpris de voir que des conseillers communaux boycottent. C'est vrai que la pratique date pas de 2016, hein, c'est bien avant, depuis des années. On a toujours constaté ça pour des intérêts peu ou prou, on ne sait pas, parce qu'on reproche des choses à des maires. Il y a que dans certains conseils communaux, des conseillers communaux boudent parce qu'on ne leur a pas donné des marchés publics. D'accord? Il y a des gens qui ont des intérêts avec le maire, et comme le maire ne veut pas céder, on boycotte. Quand vous regardez, vous allez au fond de ce dossier, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, en tout cas, pour l'État contraint au sein des partis politiques, on les transplante au niveau pour le peu que moi j'ai investigué à savoir, il y a que certains reproches au maire parce qu'on ne lui a pas donné tel marché, ou bien on ne lui a pas donné tel avantage. Et donc, autant, c'est vrai qu'il y a aussi des maires, parce qu'on les a nommés en griffe avec la loi interprétative, se croient tout permis parce que pour eux, c'est qu'ils ont la couverture des chefs des partis politiques, ou bien ils ont la couverture du chef de l'État, cause de leur affinité avec le chef de l'État en griffe, pensent qu'ils peuvent se permettre tout. Donc, de ce point de vue, ils font de la pagaille. Et ça, c'est à dénoncer par les conseillers communaux. Donc, le problème se situe des deux côtés. Et donc, il va falloir, et ça revient à ce qu'on dit. C'est-à-dire que si on avait de bons militants, ce n'est pas voilà, si on avait des bons militants, des acteurs politiques disciplinés, ce qu'on voit là, on ne peut plus voir ça. Parce que quand à un moment donné, vous boycottez... Il faut accepter aller au conseil pour dire ce qui ne va pas. Quand vous boycottez un conseil communal et que le maire ne se reproche rien, il doit pouvoir voir les coups de franche pour vous sanctionner. Si on en vient à cet état de choses, je crois que ça va discipliner beaucoup d'acteurs politiques. Le problème qui se pose aujourd'hui au niveau des conseils communaux, ce n'est pas forcément le problème de discipline, mais c'est le problème de gestion. Mais je l'ai dit, excusez-moi, quand nous prenons le cas de la mairie de Semenkoudi, dont la situation a défrayé la chronique, on constate que c'est les conseillers de l'Union progressiste qui ont boycotté le conseil communal. Donc, le maire même, il est blanc rubriqué. Le problème qui se pose, c'est de savoir si les maires qui sont élus aujourd'hui sur la chapelle d'un parti politique là, s'ils ne continuent pas à porter ce manteau et qui ne veulent pas viser essentiellement, mais focaliser leur attention sur le développement là, les vieux démons vont se réveiller. Et ils se réveillent actuellement. Donc, lui, le maire de Semenkoudi, lui, il est du blanc rubriqué. Mais quand même, il est élu. Il doit se défaire un peu du membre du blanc rubriqué dans sa gestion. Il doit impliquer. On n'a pas fait assez l'investigation. On a lu la déclaration. On a lu la déclaration des décidents. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que les maires doivent comprendre ceci, qu'ils ont été élus par la petite porte.
ils ont été nommés en griffe. Et ils sont membres de certains partis politiques. Pour qu'ils puissent tenir correctement à la tête des mairies ou bien à la tête de l'administration locale, là, ils doivent faire avec tout le monde. Ils doivent impliquer tout le monde. S'il y a des compétences au niveau de certains conseillers communaux, même s'ils ne sont pas de la même famille politique, ils n'ont qu'à essayer de leur faire appel. Ils ne sont pas de la même famille politique. Ils n'ont qu'à écouter parce que la même couleur politique. C'est la même mouvance. Excusez-moi. Le conseil communal, c'est l'instance suprême de décision au niveau local. On est d'accord avec moi? Oui. Ça voudra dire qu'au conseil communal, le maire reçoit certaines directives. Mais s'il ne met pas en application cette directive et qu'il se croit le tout-puissant de la commune en faisant une gestion solitaire opaque telle que le dénoncent les conseils dissidents là, on doit assister à de boycotts. Et c'est grave pour le développement mais attention au propos des politiciens parfois les vraies raisons sont ailleurs et on expose autre chose au peuple. Le chose qu'on doit décrier, parce que semble-t-il qu'il y a des conseillers pour certaines alliances, pour monsieur le maire, pour que cette loi, pour que cette décision puisse passer au conseil communal, on va voter pour, mais il faut que vous puissiez me donner de marché. Vous comprenez? Vous m'avez placé tel ami, mettez la tête de mon parti politique à tel poste. Donc, il doit comprendre que le tam-tam a dit, le son du tam-tam a changé. Il doit aussi changer les pas de danse. Donc, pour penser réellement au développement. Le problème se pose également aujourd'hui à ceux qui touchent aisément aux lois. S'il y a encore manière à ceux qui puissent toucher aux lois de façon, pressante, en procédure d'urgence. En procédure d'urgence, merci de me passer l'expression, il ne qu'à le faire pour interdire des boycotts comme ça, sinon ça donne un coup dur au développement. Ça freine le développement de nos localités. Merci Hippolyte. Merci. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Mais bon. Oui, mais je crois qu'au-delà de tout, il faut donner les coups de franche aux maires désormais pour que les conseillers boycotteurs qu'ils soient sanctionnés s'ils n'ont pas de raison valable. Parce que comme vous l'avez dit, les raisons parfois sont ailleurs. Et on vient nous prendre autre chose devant les caméras et les micros. Merci Hippolyte. Merci à toute l'équipe de réalisation. Merci Yopéo, Gaëtan, Kwasso, Jean-Baptiste Moko et toute l'équipe de diffusion aussi. On va vous retrouver la semaine prochaine. Bye bye, ciao.